Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. La mensualisation, les automobilistes à l'Assemblée nationale, le retrait progressif des forces américaines du Vietnam, la célébration du 100e anniversaire de la naissance de Lénine, la première rétrospective intégrale de Henri Matisse au Grand Palais, tels sont les principaux sujets dont nous allons parler au cours de ce journal. Mais il faut dire tout d'abord que cet après-midi doit être décisif pour 1,5 million de fonctionnaires qui sauront ce soir s'ils travailleront ou non demain. Cet après-midi, en effet, les syndicats des fonctionnaires seront reçus à nouveau chez M. Malo, qui est le secrétaire d'État à la fonction publique. Hier, après 5 heures de discussion, les positions semblaient s'être rapprochées et laissaient entrevoir un accord pour cet après-midi, mais encore une fois, rien n'est joué pour le moment. En revanche, sur le problème de la mensualisation, patronat et syndicats se sont mis d'accord hier. La mensualisation, vous le savez, sera généralisée progressivement, après de nouvelles discussions dans les industries, et voici ce qu'en pensent la CGT, la CGC, la CFTC et la CFDT. C'est à la fois un accord de principe et quelque chose de plus, parce qu'il comporte la volonté d'inciter à ce que rapidement s'engagent des négociations dans toutes les industries en vue d'aboutir à la mensualisation. Et nous avons décidé de nous réunir à nouveau avant la fin de l'année pour faire le point, ce qui indique à quelle rapidité nous souhaitons que les négociations aboutissent. D'autre part, la mensualisation, qui est une chose très importante, ne résout pas et n'efface pas les autres problèmes sociaux urgents qui sont posés actuellement, et notamment en matière de salaire, bien entendu. Nous nous réjouissons de constater cette évolution dans l'évolution des garanties sociales qui sont attribuées à tous les travailleurs. Je crois que ce que nous venons de faire avec le patronat, c'est le top de départ d'une étape qui va s'étaler sur un certain nombre d'années vraisemblablement, mais qui va avoir une influence assez fondamentale sur la situation des travailleurs ouvriers de ce pays et qui consacre une révolution dont nous constaterons les effets à terme. Et nous voulions, quant à nous, à la CFDT, parler de statut unique des travailleurs. Nous n'avons pas obtenu tout à fait satisfaction, car on parle à terme d'équivalence des statuts sociaux. Ce qui est important, et les négociations devront pouvoir y parvenir, c'est d'obtenir pour tous les travailleurs les mêmes garanties, la même sécurité, et disons-le pour nous, à terme aussi, c'est la suppression du travail au rendement, qui nous considérons comme une atteinte à la dignité des personnes et des travailleurs. Nous vous avons présenté ces derniers jours le point de vue de Force ouvrière et du patronat. À noter que pour appuyer les demandes de mensualisation des salaires horaires, 70% des mineurs de fer de Lorraine sont en grève depuis hier matin et jusqu'à ce soir. Problèmes universitaires maintenant. Dans la zone sud, les enseignants de plusieurs syndicats, et notamment le SNES, syndicat national de l'enseignement secondaire, et le SGEN, syndicat général de l'éducation nationale, étaient en grève hier. Selon les grévistes, le mouvement a été suivi à 80% pour l'éducation nationale. 15 à 50% des professeurs ont suivi ce mouvement. Vendredi, c'est la zone nord et l'enseignement supérieur qui seront touchés par ces grèves. Toujours dans le domaine universitaire, une grève dont on parle peu, celle des instituts universitaires de technologie. Dominique Laurie. Sans tapage, sans manifestation bruyante, les élèves d'une vingtaine d'instituts universitaires de technologie, instituts formant notamment des techniciens supérieurs et des spécialistes de la gestion des entreprises, sont en grève depuis 8 jours. Dans tous ces établissements, comme ici à Saint-Denis, le mouvement est largement suivi. Pour le comité de grève, ces revendications expriment l'inquiétude des étudiants devant leur avenir. C'est la traduction d'un certain malaise dans l'université pour le moment, et particulièrement chez les techniciens, qui en face de leur avenir professionnel voient une certaine hostilité de la part des pouvoirs publics. Alors, nos plateformes de revendication sont basées principalement sur 3 points. Premièrement, nous demandons que le DUT, qui est le diplôme universitaire de technologie, c'est-à-dire le diplôme qui sanctionne nos 2 années d'études, soit reconnu dans les conventions collectives. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas reconnu comme l'université classique? Non, étant donné que notre enseignement est assez court, vu également qu'il est beaucoup plus axé sur le concret, nous avons des tas de difficultés pour justement être homologués, si vous voulez, comme partie intégrante de l'université. Par exemple, nous ne sommes pas reconnus dans les conventions collectives. Ça pose des problèmes face à l'avenir professionnel, particulièrement au niveau de la main-d'œuvre, au niveau de la qualification. Nous réclamons également, par exemple, un programme national. En effet, dans divers IUT, ce programme national qui est existant n'est pas respecté. Alors,
ça pose des problèmes au niveau de la mobilité de l'emploi. Par exemple, une personne qui a son diplôme à Caen ne l'a pas forcément de la même manière à Toulon ou à Verdun. Et évidemment, il ne pourra pas circuler, il ne pourra pas avoir une valeur nationale sans diplôme. Nous sommes des petites unités, généralement implantées dans les banlieues ou alors dans des petites villes. Et naturellement, nous ne justifions pas, aux yeux des pouvoirs publics, les dépenses que représente par exemple l'installation d'une cité universitaire, d'un restaurant universitaire ou de complexes socio-culturels. Nous sommes peut-être les parents pauvres de l'université, parce que nos délégations ne sont pas reçues. Alors faut-il que pour qu'elles soient reçues, nous fassions comme un Nanterre? Ça, c'est la question que tous les étudiants de tous les mouvements de base qui ressentent un certain malaise de l'université posent au pouvoir public, posent aux syndicats qui ne nous reconnaissent pas dans les conventions collectives, et certainement, si nous ne sommes pas reconnus, nous deviendrons beaucoup plus méchants. C'est un véritable ultimatum que les patrons boulangers ont lancé hier à M. Valéry Giscard d'Estaing, le ministre de l'Économie et des Finances. Si vous n'acceptez pas la hausse de 5 centimes que nous demandons, nous appliquerons une augmentation supérieure de notre propre autorité, et cela dans un peu plus d'une semaine et à l'échelon national. Voilà ce qu'ont dit 1500 patrons boulangers hier soir à la mutualité des patrons boulangers de Paris et de la région parisienne. Les automobilistes seront au centre des débats de l'Assemblée nationale cet après-midi. Les députés vont en effet parler du taux légal d'alcoolémie qui pourrait être fixé à 0,8 grammes pour 1000 et de la création d'un fichier des conducteurs. Ce fichier constituerait en quelque sorte le casier judiciaire de l'automobiliste. Provocation au crime contre la sûreté de l'État, apologie du vol, du pillage, de l'incendie et du meurtre, ce sont les chefs d'accusation retenus contre M. Michel Lebris, directeur de la Cause du Peuple, l'organe de presse du mouvement maoïste. M. Lebris a été arrêté et écroué hier à la prison de la Santé. Le précédent directeur de la revue maoïste, M. Jean-Pierre Le Dantec, est actuellement incarcéré, cela depuis le 22 mars, sous les mêmes inculpations. En Grèce, les détenus politiques font aujourd'hui la grève de la faim et observent 24 heures de silence. C'est aujourd'hui en effet le 3e anniversaire du coup d'État militaire grec, et c'est sans doute pour célébrer cet anniversaire à leur manière que des inconnus ont fait exploser hier soir à Lyon un engin devant le consulat de Grèce. Un coup de téléphone pour commémorer la prise de pouvoir des colonels dans la nuit du 20 au 21 avril 1967. Une bombe va exploser devant le consulat de Grèce à Lyon. Et la bombe explosa hier effectivement à 23h45. Il n'y a pas eu de victime. La porte d'entrée du consulat a été en partie soufflée. Au milieu de divers éclats, une boîte de carton déchiquetée ainsi qu'une mèche de 2 cm, autrement dit, une bombe de fabrication rudimentaire. Les enquêteurs s'interrogent actuellement s'il y a un rapport entre l'explosion et un tract qui a été distribué hier après-midi, émanant du comité de Grèce en lutte. Aucune date d'expulsion n'a encore été prise par le gouvernement grec au sujet de Jean Starakis, qui devrait malgré tout être expulsé dans les jours qui viennent. Dans les 12 mois qui viennent, 150 000 soldats américains auront quitté le Vietnam et le corps expéditionnaire américain au Sud-Vietnam se montera alors à 284 500 hommes, c'est ce qu'a dit hier le président Nixon. C'est la première fois, et c'est important, que le président américain parle de retrait s'échelonnant sur plus de 4 mois. Union soviétique, pour la première fois, depuis plusieurs semaines, messieurs Kosygin, Brejnev et Podgorny se sont montrés ensemble, c'était ce matin au Kremlin, à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de Lénine. 241 748 000 soviétiques fêteront aujourd'hui et demain l'anniversaire du centenaire de la naissance de Lénine. M. Nikolaï Podgorny, président du Soviet suprême de l'URSS, a ouvert la séance solennelle de commémoration, tandis que M. Brejnev, secrétaire général du Parti communiste soviétique, a présenté un rapport commémorant ce centenaire. 6 000 personnes assistaient à cette cérémonie, parmi lesquelles les représentants des 66 partis communistes et les membres du comité central du parti, du Soviet suprême de l'URSS et du Soviet suprême de la Fédération de Russie. Quant au décorum dont nous voyons les préparatifs, il était réellement extraordinaire, des centaines de milliers de kilomètres de calicot rouge et de banderoles, des milliers de bustes, de portraits et de statues. On a retardé la fabrication des livres de classe pour inonder les kiosques à journaux de publications en l'honneur du centenaire. 10 000 ouvrages ont été consacrés à Lénine et l'on a pu compter 67 fois son nom dans une seule page de journal. La date du 21 avril, celle de la naissance de Lénine, est l'une des pages les plus glorieuses de l'histoire moderne, écrivait ce matin la Pravda. Et dans son discours, M. Brejnev, qui est le premier secrétaire du Parti communiste d'Union soviétique, a notamment insisté sur la nécessité d'élaborer une nouvelle politique économique en Union soviétique.
Affaires judiciaires maintenant, c'est aujourd'hui la deuxième journée du procès Rohar. On évoquera la découverte du corps de Jacqueline Rohar et le comportement de l'accusé. Affaire Duguay, reconstitution cet après-midi de l'enlèvement de la petite Sophie Duguay. Michel Fauqueux sera assisté notamment de Maître Pollack et M. Pierre Duguay, le grand-père de Sophie, a décidé de se porter partie civile et de faire appel lui aussi à un ténor du barreau, c'est l'expression qu'a employée le grand-père de Sophie. Je vous l'ai dit en tête de ce journal, la première rétrospective intégrale de l'œuvre d'Henri Matisse est présentée à partir d'aujourd'hui même au Grand Palais Jean-Pierre Anquiré. En 1906, quand il peint cet autoportrait, Matisse, à 37 ans, a acquis la maîtrise complète de son art. Pourtant, au salon d'automne où il expose avec ses amis Camoin, Derain, Rouault-Vlaminck, l'agressivité des couleurs de leur toile fait scandale. Une boutade leur a même valu le surnom de fauve. Les encouragements, Matisse les reçoit de l'étranger, une famille d'intellectuels américains, les Stein, un admirateur russe, Stchoukine. Grâce à eux, en 1909, il peut ouvrir une école, peindre et sculpter dans son atelier d'ici les Moulineaux. C'est Stchoukine qui lui commandera deux de ses œuvres majeures, la danse et la musique. Matisse voyage beaucoup. Le voici avec deux amis à Munich. Il va également en Italie, en Espagne, en Russie, au Maroc. Il admire beaucoup l'art d'Orient. En 1911, il passe son premier hiver à Nice. Bientôt, il partagera sa vie entre Nice et Paris. La guerre survient, il est réformé malgré son insistance. Il se met au travail avec une sorte d'acharnement car Matisse a été un très grand travailleur. « 1927, première consécration, Matisse reçoit le prix Carnegie. Madame Matisse et le peintre en 1929. 1930, Matisse part pour Tahiti où il reste plusieurs mois. De très nombreuses expositions de ses œuvres sont organisées. En 1940, on doit l'opérer d'une grave affection intestinale. Il est obligé de passer une grande partie de son temps au lit. Il se remet pourtant au travail de plus belle. Il invente un nouveau moyen d'expression, le papier découpé, et les années 50, c'est l'apothéose avec la décoration de la chapelle de Vence. Deuxième grande consécration où il est lauréat de la 25e Biennale de Venise. Matisse meurt en novembre 1954. Pierre Schneider, principal artisan de l'exposition qui s'ouvre au Grand Palais, situe la place qu'il occupe dans l'art de notre temps. Qui est essentiel dans l'art d'aujourd'hui. Il a dit une phrase que je voudrais vous citer parce qu'elle est pour moi comme le résumé de son effort de toute une vie, de plus de 60 ans de travail, travail de 16 heures par jour, presque tout le temps, n'est-ce pas? Il a dit ceci, je le cite à peu près, « La caractéristique de l'art moderne, c'est de participer à notre vie. » Matisse a fait sortir l'art des musées et l'a fait entrer dans notre vie quotidienne, dans l'espace réel. Henri Matisse au Grand Palais à partir d'aujourd'hui. Sport, eh bien nous allons prendre tout de suite des nouvelles du rallye automobile Londres-Mexico. Ce rallye Londres-Mexico, c'est vraiment la grande aventure des temps modernes. 105 voitures ont quitté Wembley dimanche et cette nuit, à 1 h du matin, sous la pluie, les premières voitures sont arrivées en Allemagne de l'Ouest. Nous sommes ici au poste frontière de Saarbrück, où les pilotes se restaurent avant la longue étape de Munich. C'est actuellement l'équipe composée d'Alfred Katz et d'Alfred Kling qui est en tête sur Mercedes. Les voitures ont 6000 km à couvrir en Europe, mais elles sont déjà équipées en fonction des terribles difficultés qui les attendent en Amérique du Sud. En effet, après avoir traversé l'Atlantique entre Lisbonne et Rio de Janeiro, sur un cargo bien sûr, les voitures iront en Amérique du Sud sur des routes épouvantables, et le sommet de ce rallye sera le passage de la Cordillère des Andes
À 4700 mètres d'altitude, les pilotes ont dû prévoir des masques à oxygène pour cette escalade. Je voudrais vous donner maintenant des nouvelles de Jackie Hicks. Vous savez qu'il a été accidenté dimanche dernier au Grand Prix d'Espagne. Jackie Hicks va bien. Son directeur technique a même déclaré qu'il pourrait vraisemblablement participer dimanche prochain, c'est samedi plutôt, aux 1000 km de Monza. Et Eric Tabarly, lui, va enfin pouvoir reprendre la barre. Il a passé une partie de son hiver à écrire. Ça n'est pas très facile pour lui, c'était son deuxième livre. Et Jean-Paul Sautet a rencontré le Tabarly écrivain. Vous allez voir, Daniel Cazal, que très vite, le Tabarly navigateur reprend le dessus. C'est la suite du premier. Je commence juste après la course transatlantique de 64 avec Penwick 2. Donc je continue encore 2 ans avec Penwick 2. Après il y a Penwick 3, Penwick 4, Penwick 5. Qu'y a-t-il comme détail intéressant pour les passionnés de la mer? Que pourront-ils y trouver? Je crois que les gens qui s'y connaissent vraiment beaucoup en architecture navale ou tout ça n'apprendront rien là-dedans. Mais par contre, les autres qui s'y connaissent moins, ça leur donnera peut-être une meilleure idée comment ces choses-là se passent. Moi, je ne suis pas en mer pour philosopher. Oui, mais peut-être pour ressentir une émotion que vous appréciez particulièrement et qui est pour vous finalement un mode de vie. Non, j'aime bien courir, mais c'est parce que j'aime bien faire marcher les bateaux, j'aime bien le côté sportif de la chose. De Penwick 2 à Penwick 5, c'est une histoire qui appartient maintenant au passé. Vous pensez à Penwick 6, certainement. Quelle est l'idée directrice pour ce Penwick 6? C'est un bateau idéal ou est-il conçu pour une course bien particulière? Il est conçu à la fois pour être mené en solitaire et pour faire aussi des courses au handicap avec équipage. Quelles sont ses caractéristiques principales? Ça sera un assez grand bateau puisqu'il va faire 21 mètres de long, 15 mètres à la flottaison et il va peser 20 tonnes. Il est fait pour quelle course particulièrement? Alors il est en particulier étudié pour, c'est pas une course exactement, mais faire un tour du monde en solitaire sans escale d'est en ouest. Je compte partir de Bretagne, donc descendre de l'Atlantique, donc au large de l'Afrique, longer l'Amérique du Sud. Là on passe le Cap Horn, c'est là la mauvaise porte, c'est là le plus mauvais coin du parcours. Et puis après, bien le sud de l'Australie, le sud du Cap de Bonne-Espérance, et puis on remonte l'Atlantique et retour en Bretagne. Visiblement sur cette carte, on indique des courants et leur direction est indiquée par des flèches blanches. Visiblement donc, vous partez à l'envers. C'est contre le courant, oui, c'est pas ce qu'il y a de plus gênant, c'est surtout qu'on va être contre le vent tout le temps. Un bateau progresse contre le vent. C'est justement ça, l'art de la voile, c'est d'aller où on veut, même si le vent est contraire. Mais alors comment se fait-il que tous ceux qui ont fait le tour du monde jusqu'à présent soient partis avec le vent? C'est plus confortable quand on est avec le vent, surtout dans les mauvais temps qu'il y a, en particulier au Cap Horn. Avec le vent, il n'y a qu'à se laisser pousser. Tandis que quand il faut le remonter, c'est une grosse épreuve, et pour le bonhomme et pour le matériel. Oui, c'est le grand projet de Tabarly. Il veut faire le tour du monde à l'envers en moins de 200 jours sur cette goélette qui est actuellement en construction. J'ai pu avoir ce matin des renseignements sur ce bateau. Il est en construction au chantier La Perrière. Il sera en alliage léger comme tous les précédents, mesurera 20,70 m de long pour 5,90 m de large et pèserait 21 tonnes environ. Mais en attendant, Tabarly a déjà un autre projet. Il veut partir en octobre 71, mais il a un autre projet. Il va réarmer son fameux Penwick 3, qu'il va embarquer au mois de mai en direction de Los Angeles. De Los Angeles, avec un équipage, il va faire une croisière entre Los Angeles et Papeete. Il a l'intention de s'attarder un peu aux îles, car vous savez qu'il aime beaucoup ça. Et ensuite, il ralliera le Cap de Bonne-Espérance. Il participera, à partir de janvier 71, à une course croisière entre le Cap de Bonne-Espérance et Rio de Janeiro, ce qui lui ferait encore une nouvelle traversée de l'Atlantique. Je crois que c'est un programme assez séduisant. Et particulièrement chargé. Bon, merci Patrick Chapuis. Paul Bonnet, qui a donné à la reliure moderne ses lettres de noblesse, va se séparer de sa bibliothèque pour des raisons personnelles. Les livres qu'il a reliés et qui sont estimés à 1 million de francs actuels
seront mises en vente à la salle Drouot mercredi et jeudi. J'ai relié mes livres pour les remercier de la joie qu'ils me donnèrent. Ainsi parle Paul Bonnet, l'un des plus grands relieurs modernes qui consacra 40 ans de sa vie au culte des livres aimés. Je suis devenu relieur parce que le fait que j'avais des livres, que je voulais les faire relier, que je les désirais, que je ne trouvais personne qui les faisait comme j'aurais voulu les faire, et comme ceux qui auraient pu m'en faire étaient beaucoup trop chers pour moi, eh bien il était beaucoup plus simple que j'en fasse pour moi. Et avant d'être relieur, que faisiez-vous? Oh, j'ai fait différents métiers, mais surtout le dernier et le plus intéressant, j'étais modéliste, c'est-à-dire je faisais des modèles pour la mode, pour les chapeaux de femmes, et mon Dieu, c'était une grande école de l'imagination. Oui, c'est-à-dire qu'avant d'habiller les livres, vous avez habillé les femmes, et c'est un peu une continuité. Tout au moins, j'ai mis leur chapeau. Les 150 volumes que vous avez rassemblés là, et qui constituent une partie donc de votre bibliothèque, ne sont que des œuvres pratiquement de contemporains. Ah oui, parfaitement. Ça, il y a une chose absolue chez moi, je suis le témoin de mon temps, j'ai vécu cette époque, et je n'ai admis, pour les relier, que les gens qui sont de ma génération, un peu plus âgés, un peu moins, mais enfin qui sont de ma génération plus ou moins, et s'il y a quelques livres dans ma bibliothèque qui sont antérieurs, c'est-à-dire par exemple des œuvres de Baudelaire, de Verlaine, de Lautréamont, de Rimbaud, c'est parce que j'estime que ces gens sont de notre temps malgré tout. Et vous étiez en contact avec tous ces écrivains? Oh, j'ai été en contact avec certains, évidemment, j'ai eu des relations très agréables avec eux. Est-ce que les écrivains contemporains que vous avez reliés s'intéressaient à la reliure que vous faisiez de leur œuvre? Certains, pas tous. Lesquels? Surtout les surréalistes avec qui j'ai été en rapport. On pourrait dire que ce sont ceux qui semblaient les plus anarchistes dans la littérature, qui ont pris le plus de soin et de leurs éditions et de leurs reliures. C'est peut-être assez curieux, mais c'est ainsi. À quoi cela tient-il? Eh bien, ça tient à un goût personnel et surtout à ce qu'ils ont en rapport de leur à côté de leur littérature, plus exactement. Se sont intéressés beaucoup aux arts plastiques et au mouvement de peintres. Beaucoup de dédicaces que j'ai eues sur différents de leurs livres a prouvé cela. Par exemple, René Char, qui est un de nos plus grands poètes, mettait cette dédicace à Paul Bonnet qui a su admirablement bronzer la vision surréaliste tout en participant à ses conquêtes. Donc pour moi, c'est ce qu'il y a de plus agréable, c'est ce qui prouve le rapport qu'il y avait entre nous, le rapport esthétique et intellectuel. Puis il y en a eu d'autres. J'ai Julien Gracq, que je connais fort bien, qui a eu la gentillesse de m'offrir son manuscrit de la littérature estomac, et j'en profite pour dire combien je suis ennuyé de vendre ce livre, car quand un écrivain vous a donné quelque chose, c'est une conception qui pourrait être assez gênante de vendre. Oui. Mais pourquoi ne le retirez-vous pas de la vente? Ben mon Dieu, parce que je n'ai non seulement les siens, mais que j'en ai beaucoup d'autres, et que je suis dans un moment où il faut que je vende. Et ce que je vends aujourd'hui, moi qui suis un homme arrivé à un certain âge déjà, quiconque, un jour quelconque, ira dans l'art, rentrera dans le public, rentrera dans la... Pourquoi pas aujourd'hui plutôt que plus tard? Et ces livres, si vous êtes intéressé par les belles reliures, ces livres sont actuellement exposés à la librairie Georges Blaiseau, 164 Faubourg Saint-Honoré. Jacqueline Alexandre, au chapitre de la vie moderne. Eh bien oui, aujourd'hui, dans sa chronique juridique, Christiane Delacroix va vous parler d'un sujet qui ne manquera pas de vous intéresser si vous êtes déjà laissé tenter par les soldes ou par les prix cassés. Un avocat à la Cour de Paris nous dit exactement ce que c'est, et d'ailleurs c'est très légal, c'est tout à fait normal, on peut faire des soldes et on peut vendre à des prix cassés, mais aussi il vous précisera exactement quel recours vous pouvez avoir en cas de grosse surprise après l'achat. Acheter moins cher, avoir l'impression de faire des affaires et de bénéficier davantage, c'est peut-être l'impression que donnent certaines ventes publicitaires, certains soldes, des prix démarqués. Maître, cette impression est-elle toujours juste? Cette impression n'est pas inexacte. Nous vivons dans une économie qui est une économie de consommation et presque d'abondance. De sorte que chacun cherchant à acheter, cherche à acheter dans les meilleures conditions possibles. Et ceux qui cherchent à vendre dans les meilleures conditions possibles. D'où on aboutit, si vous voulez, à une course
qui est une course à la publicité, au démarquage des prix, aux soldes. Et il faut bien dire que la plupart des commerçants pratiquent honnêtement leur métier en vendant dans des conditions à certains moments où ils sont obligés de solder parce que tout va à une vitesse extraordinaire et que si la mode change en matière de vêtements féminins, elle change aussi vite en matière d'automobile ou en toute matière, et que c'est un moyen précisément de vendre, de changer la nature de l'objet, sa forme ou sa disposition. Mais si l'acheteur se rend compte qu'il a mal choisi, s'il se rend compte qu'il a, somme toute, été dupé, est-ce qu'il existe des recours? Si l'acheteur se rend compte qu'il a été dupé, il a deux sortes de protection. Il a une protection civile dans certains cas, une protection pénale doublée de la protection civile dans beaucoup de cas. Et je dois dire que c'est extrêmement simple, car sur le plan du droit civil, il peut y avoir un vice du consentement, il peut y avoir le dol, c'est-à-dire en fait des manœuvres qui l'ont surpris dans son achat, ou il peut y avoir un vice caché, c'est-à-dire que la chose qu'on lui a vendue n'est pas propre à l'usage pour laquelle il voulait l'acheter. Alors là, c'est une procédure civile. Et puis vous avez une procédure pénale, qui est une procédure pénale qui a réglementé précisément certaines conditions de vente qu'on appelle des ventes promotionnelles. Oui. Vous avez par exemple une réglementation qui s'est appliquée à la vente à domicile. Vous avez une réglementation qui s'applique à la vente dite en disponible ou à la vente sur référence, c'est-à-dire une vente qui se pratique de plus en plus, celle qui se pratique sur un gros catalogue qui contient toutes sortes de matières et dans laquelle l'acheteur choisit sur une détermination qui est un type ou qui est une référence. Dans tout cela, si vous voulez, il y a une protection, et une protection qui fait que l'acheteur a des recours. Oui, mais quelle sorte de recours? Oh, très simple, des recours qui consistent à faire prononcer la nullité de la vente. Je vais vous donner par exemple un exemple pratique. En matière de télévision, il fut un moment où il y avait des vendeurs de postes de télévision qui avaient imaginé de vendre les postes à crédit, et vous savez que dans les ventes à crédit, une partie du prix doit être obligatoirement payée comptant. Oui. Alors ils avaient imaginé dispenser l'acheteur de ce paiement comptant en plaçant sur l'appareil un monnayeur, c'est-à-dire une petite boîte à monnaie. L'acheteur, chaque fois qu'il tournait son bouton de télévision, devait verser une pièce, et quand il avait rempli suffisamment le monnayeur, il avait payé la partie comptant. Eh bien ça, c'était une tromperie. Et la nullité de la vente a été prononcée par les tribunaux parce que c'était contraire à la législation en vigueur. Je pourrais vous donner de nombreux autres exemples de cette nature, mais tous aboutissent en réalité à avoir prononcé la nullité de l'achat qui a été fait dans des conditions irrégulières. En fait, ce que nous attendons de vous, maître, c'est un conseil. Comment acheter à coup sûr? Ah bien, le conseil est très simple. Je crois que pour acheter à coup sûr, il faut d'abord réfléchir avant d'acheter, c'est la première condition. Surtout dans cette économie d'abondance dans laquelle nous sommes, où on est poussé à acheter, où on a une tendance à acheter peut-être un peu trop vite et peut-être à ce moment ce dont on n'a pas essentiellement besoin. Alors ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est de ne pas signer quoi que ce soit sans l'avoir lu. Bien, on vient de nous parler d'économie d'abondance. Gérard Vidalange, qu'en pensez-vous? Je suis très favorable à l'économie d'abondance, mais hélas, ce n'est pas l'abondance aujourd'hui à la Bourse de Paris, car on va payer en quelque sorte la baisse que la Bourse de Paris a enregistrée depuis un mois. Et ce n'est pas une découverte pour les boursiers, car vous savez, cette baisse qui afflige beaucoup les investisseurs, eh bien aujourd'hui il faut la payer, car en effet c'est le dénouement des opérations à crédit, si bien que devant ce rendez-vous, eh bien les investisseurs constatent qu'il y a des baisses et qu'il va falloir payer en espèces les règlements déficitaires. C'est ce qui fait que